Il faut vraiment s'imaginer la scène, hein. Un athlète qui court sur un tapis roulant, la vitesse augmente inexorablement, genre minute après minute. Et ouais, et la pente s'incline aussi. C'est vraiment brutal, hein. C'est ça. Le souffle devient court, les poumons brûlent, l'acide lactique inonde complètement les muscles. Et le truc fou, c'est que l'athlète doit continuer jusqu'à l'épuisement total. Jusqu'au point de rupture physique, oui. Parfois même jusqu'à la nausée. Exactement. Et tout ça avec un énorme masque contraignant sanglé sur le visage. Pendant des décennies, cette espèce de scène de torture volontaire a été le prix incontournable à payer pour obtenir une simple donnée médicale. C'est archaïque quand on y pense. Il fallait littéralement amener la machine humaine à son point de rupture mécanique pour pouvoir mesurer sa capacité d'endurance. C'est clair. Et pourtant, c'est encore la réalité dans le sport de très haut niveau aujourd'hui. C'est pas juste un truc du passé. Non, pas du tout. Cette méthode, bien qu'extrême, elle reflète une quête absolue de précision. Mais bon, l'ironie de devoir détruire temporairement les réserves physiques d'un sportif juste pour évaluer sa condition physique, ça n'a jamais échappé à la communauté scientifique. Ah, ça je m'en doute. Et c'est précisément cette frustration qui a motivé une démarche de recherche assez fascinante, cherchant à savoir si on pouvait remplacer cette épreuve redoutée par une technologie passive, un truc qu'on porterait au quotidien, quoi. C'est le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. L'idée est vraiment de voir si on peut obtenir la même précision diagnostique, mais sans la moindre souffrance. Et pour ça, on s'appuie sur un travail académique d'une grande rigueur. Tout à fait, c'est une étude très solide. Ouais, j'ai les références juste là. Il s'agit de l'article intitulé Assessment of Maximum Oxygen Uptake in Elite Youth Soccer Players, a Comparative Analysis of Smartwatch Technology, Yo-Yo Intermittent Recovery Test 2 and Respiratory Gas Analysis. Un titre bien long, comme souvent en science. C'est clair. Les auteurs, ce sont Peter Dugging, Ludwig Ruf, Stefan Altmann, Maximilian Traun, Philipp Kunz et Billy Sperlich. C'est une recherche qui a été publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine, c'est le volume 23 aux pages 351 à 357, et c'est sorti en date du 1er juin 2024. Voilà, le cadre de cette analyse est posé. Donc, on va décrypter cette littérature scientifique avec toute la précision requise. On va explorer la physiologie, les algorithmes, tout en conservant un langage parfaitement clair. C'est l'objectif, oui. Public, les concepts qu'on va aborder ici vont vraiment éclairer le fonctionnement de ces technologies de santé. Bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'avant d'accepter aveuglément cette promesse technologique, il est impératif de comprendre pourquoi l'évaluation actuelle pose un tel problème organisationnel et biologique. Ouais, c'est la base. Du coup, quel est l'enjeu réel derrière cette fameuse métrique que tout le monde cherche à mesurer, le VO2 max? Alors, le VO2 max, ou la consommation maximale d'oxygène, c'est vraiment le paramètre ultime de l'endurance. Sur le plan biologique, c'est la capacité maximale du corps à capter l'oxygène de l'air, à le transporter via le sang et à l'utiliser dans les mitochondries des muscles pour produire de l'énergie. D'accord, donc c'est littéralement la taille du moteur du corps humain. Exactement. Et dans un sport comme le football professionnel, c'est une donnée vitale. Un match, c'est pas un marathon à vitesse constante, c'est une succession ininterrompue d'efforts explosifs, hein. Des sprints intenses, des arrêts brusques, des changements de direction. Et tout ça suivi de phases de marche ou de petits trot pour essayer de récupérer. C'est ça. Ce qui signifie que le corps passe son temps à vider ses réserves d'énergie rapide pour ensuite tenter de les reconstituer en urgence pendant les quelques secondes de répit qu'il a. D'où l'importance de l'oxygène. Voilà, c'est là que le système aérobie intervient. Un joueur avec un VO2 max élevé, il récupère beaucoup plus vite entre deux sprints. Il maintient sa lucidité tactique et sa précision technique à la 85e minute d'un match. Là où un joueur avec un système aérobie plus faible commence à faire des erreurs par pur épuisement, quoi. Totalement. Pour mesurer ça de façon clinique, la méthode de référence, le gold standard comme on dit, exige donc ce fameux test sur tapis roulant couplé à une analyse des gaz respiratoires. Et dans l'étude, ils ont utilisé quoi comme matériel? Les chercheurs ont utilisé un équipement clinique de pointe, le Cortex Metamax 3B, dont le taux d'erreur n'est que de 1,64%. C'est extrêmement précis. Mais le niveau de contrainte de ce test est phénoménal. Enfin, la vitesse augmente d'1 km par heure chaque minute, c'est ça? Oui, c'est progressif et ça ne s'arrête pas. Le protocole impose de pousser l'athlète jusqu'à ce que la concentration de lactate dans son sang dépasse les 6 millimoles par litre. Waouh! Concrètement, à ce stade, les fibres musculaires s'asphyxient, non? Complètement. Le problème, c'est pas la précision de la machine, hein.
Le problème, c'est le coût biologique d'une telle évaluation en pleine saison de compétition. Ce type d'effort maximal, ça génère une fatigue résiduelle énorme. Et j'imagine que ça perturbe le cycle d'entraînement pendant plusieurs jours après. Bien sûr, un préparateur physique, il peut pas imposer ça toutes les semaines pour vérifier l'état de forme de son équipe. C'est impensable. C'est un peu comme si pour diagnostiquer l'état d'usure d'une voiture de Formule 1 au milieu de la saison, les ingénieurs décidaient de la pousser à sa vitesse maximale absolue sur un circuit jusqu'à ce que le moteur menace d'exploser. Cadran de diagnostic à vitesse modérée. Et face à cette absurdité, le milieu du sport a développé des tests de terrain. L'alternative dominante actuelle, qui est aussi abordée dans l'étude d'ailleurs, c'est le test yo-yo. Ah oui, le fameux BIP test. Plus précisément, le yo-yo Intermittent Recovery Run 2, ou YYIR2. L'idée, c'était de s'éloigner du laboratoire onéreux. Ce test consiste en des courses navettes de 20 mètres à des vitesses croissantes. Dicté par des bips sonores insupportables. Voilà, avec de brèves pauses de 10 secondes entre les courses. Ça simule bien la dynamique intermittente des sports d'équipe, tu vois. Mais la faille est évidente. Bah oui, il exige toujours un épuisement total, hein. Le joueur doit courir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, mais vraiment plus, suivre le rythme des bips. Donc au final, on n'a pas du tout réglé le problème de la fatigue générée. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'on remplace l'épuisement en laboratoire par l'épuisement sur un terrain gazonné. Et en plus, on perd en fiabilité. Ah bon? Pourquoi? Parce que le test yo-yo, il est extrêmement sensible aux variables environnementales et psychologiques. La température extérieure, l'humidité, la nature de la pelouse. Même le coach qui hurle sur le bord du terrain, ça joue. Oh oui, de manière très documentée. L'intensité des encouragements vocaux des entraîneurs joue un rôle massif. Un joueur qui est fortement encouragé peut courir un ou deux paliers supplémentaires. Ah ouais, donc ça fausse complètement l'évaluation physiologique brute en fait. Tout à fait. C'est plus seulement de la physiologie, c'est de la motivation. Du coup, le besoin d'une méthode de mesure totalement passive, qui ne fatigue pas l'athlète et qui reste insensible à l'environnement, c'est une urgence absolue. C'est ce qui rend l'évaluation des montres connectées si pertinente aujourd'hui. Si un objet porté au poignet peut fournir cette même donnée clinique pendant que l'athlète s'échauffe tranquillement, franchement, c'est un changement de paradigme. Regardons un peu le protocole mis en place par l'équipe de recherche. Alors, l'étude s'est concentrée sur une cohorte extrêmement homogène. On a 24 jeunes joueurs de football d'élite, d'une moyenne d'âge de 17,3 ans, et ils sont tous issus d'une même académie professionnelle. D'accord, mais il y a une exigence méthodologique très particulière qui a été introduite dès la sélection des participants, non? J'ai lu ça dans l'article. Oui, c'est vrai. C'est un point un peu surprenant de l'étude. Il y a une exclusion stricte des joueurs portant des tatouages sur les poignets. C'est fou ça. C'est une contrainte qui semble presque esthétique à première vue, mais en fait ça révèle la nature purement physique des capteurs optiques intégrés dans nos montres. Oui, c'est lié au principe de photoplethysmographie ou PPG, pour faire court. La montre connectée, en réalité, elle n'écoute pas réellement les battements cardiaques. Elle fait quoi alors? Elle émet une lumière verte qui pénètre les premières couches de la peau. Et le sang, qui est rouge, absorbe cette lumière verte. Donc, à chaque battement du cœur, le volume de sang dans les capillaires du poignet augmente, ce qui absorbe plus de lumière. Ah, je vois. Et entre deux battements, le volume baisse et la montre capte plus de lumière réfléchie. L'algorithme compte simplement ces variations lumineuses pour déterminer la fréquence cardiaque. Et donc l'encre d'un tatouage, particulièrement les encres sombres qui saturent vraiment la peau, ça agit comme un bouclier en fait. Exactement. Elle absorbe ou disperse la lumière de la montre, brouillant complètement le signal de retour. C'est une limite technologique fascinante. L'art corporel qui rend la biométrie moderne totalement aveugle. C'est dingue. Bon, une fois la cohorte sélectionnée, sans tatouage donc, le protocole s'est déroulé sur 4 jours. C'est ça. Le premier jour a permis d'établir la valeur de référence clinique avec le fameux masque respiratoire sur tapis roulant. Ensuite, le deuxième jour a été consacré au test yo-yo, jusqu'à l'épuisement. Pour avoir les 2 points de comparaison classiques, et c'est lors des jours 3 et 4 que la technologie entre en scène, quoi. Voilà. Les joueurs ont été équipés d'une montre grand public, la Garmin Forerunner 245. Et là, la consigne était radicalement différente. Il ne s'agissait plus du tout de s'épuiser. Ah, enfin, Ils ont dû être soulagés. tu m'étonnes. L'effort consistait en un simple échauffement de 10 minutes à allure constante. Il fallait juste s'assurer de maintenir une fréquence cardiaque supérieure à 70% de leur maximum. Ce qui est un effort perçu comme facile ou modéré par des athlètes de ce niveau-là. Oui, c'est une petite foulée pour eux. Mais il y a cependant une manipulation cruciale effectuée par les chercheurs juste avant ce test.
Laquelle? La montre n'a pas été laissée à elle-même pour deviner tous les paramètres du joueur, tu vois. Les scientifiques ont manuellement saisi la fréquence cardiaque maximale réelle de chaque individu dans le logiciel. La donnée préalablement obtenue en laboratoire lors du premier jour, c'est ça? Exactement. Ils l'ont rentrée directement dans l'interface de la montre. C'est un point qui mérite d'être clarifié. Parce que comment une montre qui se contente de croiser la vitesse d'un signal GPS et la fréquence cardiaque d'un capteur optique peut-elle déduire la quantité de millilitres d'oxygène consommée par les cellules musculaires? C'est une bonne question. Surtout qu'elle n'analyse jamais la composition chimique de l'air expiré. Sans comprendre la mécanique interne, franchement, ça ressemble à de la divination technologique. Je comprends que ça paraisse magique, mais le secret réside dans un algorithme prédictif, qui est basé sur des décennies de physiologie de l'exercice. Bien que la formule mathématique exacte soit protégée par le secret industriel de Garmin. Évidemment, la fameuse boîte noire. Mais le principe fondamental, il repose sur la linéarité. Lors d'un effort submaximal, il existe une relation mathématique presque parfaitement linéaire entre la fréquence cardiaque et la consommation d'oxygène. D'accord, donc l'algorithme observe le comportement de notre cœur à une vitesse de course donnée. Voilà. Pour reprendre l'analogie mécanique évoquée plus tôt, c'est comme si l'algorithme procédait comme un mécanicien qui tenterait de deviner la vitesse maximale d'une voiture juste en écoutant le bruit du moteur à seulement 50 km/h. C'est une très bonne façon de le visualiser. Si à 50 km/h, le moteur hurle et est déjà proche de la zone rouge, la vitesse maximale théorique sera très faible. En revanche, si à 50 km/h, le moteur ronronne à peine à bas régime, on peut projeter une vitesse maximale extrêmement élevée. C'est bien ça, Evel. C'est la logique exacte. Si la montre sait que votre cœur bat à son maximum à, disons, 195 battements par minute, et qu'elle observe que pour courir à 12 km/h, votre cœur n'est qu'à 130 battements par minute, elle trace une ligne droite imaginaire. Et elle fait quoi avec cette ligne? Elle extrapole l'allure à laquelle vous seriez si votre cœur atteignait réellement les 195 battements. En croisant cette vitesse théorique maximale avec votre poids corporel, l'algorithme en déduit une estimation très pointue de votre VO2 max. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la théorie est élégante, certes, mais face à la réalité biologique du terrain, est-ce que les chiffres calculés par cet algorithme, lors d'un petit jogging de 10 minutes, correspondent vraiment à la réalité des gaz analysés en laboratoire? Eh bien, les données sont formelles. La valeur de référence moyenne validée cliniquement pour ce groupe était de 56,6 millilitres d'oxygène par minute et par kilogramme. Ok, et pour le test yo-yo? Le test yo-yo, censé être la meilleure alternative de terrain, affichait une erreur moyenne absolue, ce qu'on appelle le MAPE, de 4,2%. Ok, 4,2%. Et pour la montre alors? J'ai vu que la première tentative n'a pas été particulièrement rassurante. Non, en effet. Lors de cette première course d'échauffement, l'algorithme de la montre a généré une erreur de 5,58%. C'est pire que le test au yo-yo du coup. Si l'étude s'était arrêtée là, la conclusion aurait été que la technologie n'était pas encore au point pour remplacer les méthodes classiques. Heureusement, le protocole prévoyait une deuxième course d'évaluation pour 16 de ses joueurs, organisée quelques jours plus tard, toujours à allure d'échauffement. Et là, le changement a été spectaculaire. Raconte. Lors de cette seconde collecte de données, l'erreur absolue moyenne s'est effondrée à seulement 1,06%. 1,06%, mais c'est rien du tout. C'est rien. Ça représente un écart infinitésimal de 0,12 millilitres d'oxygène par rapport à l'équipement clinique qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est incroyable. Obtenir une marge d'erreur de 1% sans générer la moindre fatigue simplement en trottinant, mais c'est un résultat qui bouleverse toute la logistique sportive. Totalement. Ça prouve que l'algorithme n'est pas statique. La première course agit comme une phase de calibration obligatoire, durant laquelle le logiciel intègre les spécificités de la foulée et l'efficacité biomécanique propre au coureur. L'apprentissage par la machine est manifeste, c'est génial. Cependant, l'analyse minutieuse de l'article révèle une subtilité statistique qui peut paraître totalement paradoxale. Oui, il faut en parler. Parce que, malgré ce taux d'erreur incroyablement bas de 1,06%, les chercheurs ont évalué le coefficient de corrélation intraclasse, le fameux ICC, comme étant seulement modéré à 0,54 sur une échelle de 1. C'est vrai que ça peut surprendre. Il y a de quoi être désorienté à la lecture de ces chiffres, oui. Comment une technologie peut-elle être qualifiée de modérée en termes de fiabilité alors qu'elle parvient à deviner la bonne réponse avec seulement 1% de marge d'erreur? C'est une contradiction qui mérite d'être dénouée. C'est une incompréhension classique entre deux concepts statistiques distincts. D'un côté, on a l'erreur absolue et de l'autre, la fiabilité relative.
Le MAPE de 1% nous dit que la montre calcule une valeur extrêmement proche de la vérité pour chaque individu. D'accord. L'ICC, en revanche, évalue la capacité de la montre à classer ses joueurs dans le même ordre de performance que le laboratoire. Ah, je vois. Pour illustrer cette nuance de manière claire, imaginons que l'on essaye de classer par taille les joueurs d'une équipe professionnelle de basketball. Bonne analogie. Ce sont des individus d'une taille extrêmement homogène, tous mesurant entre 2 mètres et 2 mètres 05. Si l'on utilise un mètre ruban d'une qualité moyenne qui commet une erreur d'un seul petit centimètre à chaque mesure, l'erreur absolue est minuscule. Oui, 1 centimètre sur 2 mètres, c'est rien. C'est insignifiant. Mais ce simple centimètre d'erreur va complètement chambouler le classement interne de l'équipe, du plus grand au plus petit. L'analogie est parfaite. Et ici, la cohorte de l'étude est composée de footballeurs d'élite dont les capacités aérobies sont toutes regroupées autour de la valeur de 56. Donc l'homogénéité du groupe écrase complètement les différences statistiques. C'est ça. La moindre fraction d'erreur de la montre modifie l'ordre de classement des joueurs, ce qui pénalise sévèrement le score de l'ICC. Si l'on relie cela à une perspective plus large, il est évident que de futures validations devront être menées sur des populations très hétérogènes. Pour que l'ICC soit meilleur, en gros. Oui, en testant à la fois des sédentaires à 32 VO2 max et des marathoniens à 75, la corrélation statistique s'améliore là mécaniquement. Les implications de cette précision de 1% sur le terrain sont immenses quand on y pense. L'évaluation de la condition physique passe d'un événement rare et redouté à une routine transparente. C'est une révolution pour les staffs médicaux. Le préparateur physique peut désormais demander à ses joueurs de s'échauffer normalement le mardi matin, récolter les données de chaque montre via son iPad et savoir instantanément quel joueur montre des signes de déclin aérobie ou de surentraînement. Tout à fait. Cela permet d'ajuster la charge de travail de la semaine de manière chirurgicale et surtout sans ajouter le moindre stress physiologique supplémentaire. C'est une avancée indéniable pour la gestion de la charge. Oui, mais l'analyse académique exige quand même de souligner les limites inhérentes à ces technologies grand public. Il faut se méfier de l'effet de moyenne. C'est-à-dire, Si l'erreur moyenne globale est de 1%, les intervalles de confiance statistique révèlent que pour un individu spécifique lors d'un jour précis, la montre peut s'égarer et afficher une valeur complètement aberrante. La montre déduit une donnée à travers des calculs probabilistes, elle ne réalise pas une analyse chimique. il faut garder ça en tête. Un autre danger majeur réside dans la nature commerciale de ces algorithmes dits en boîte noire qu'on évoquait tout à l'heure. Ah oui, c'est un vrai problème. La communauté scientifique a validé l'appareil avec une version logicielle précise à un instant T. Mais ces montres connectées reçoivent des mises à jour automatiques via les téléphones portables. Et sans prévenir. Exactement. Une mise à jour du micrologiciel effectuée en pleine nuit par le fabricant peut subtilement modifier l'algorithme de calcul du VO2 max sans qu'aucune publication scientifique n'en soit avertie. C'est le compromis incontournable de l'utilisation d'outils commerciaux dans le sport professionnel. L'équipe médicale perd, en quelque sorte, le contrôle total de l'instrument de mesure. Ce qui est un peu angoissant à ce niveau de compétition. La conclusion pragmatique de cette étude, c'est de considérer la technologie comme un outil de suivi longitudinal fantastique. C'est idéal pour identifier des tendances de progression ou de régression sur plusieurs semaines, mais elle n'a pas vocation à remplacer le diagnostic clinique définitif. Donc, en cas de baisse soudaine et inexpliquée des métriques d'un joueur signalées par la montre, l'information doit être prise comme une alerte, un signal d'alarme. Seulement une alerte, oui. L'étape suivante consistera toujours à ramener l'athlète dans un laboratoire pour passer le test gold standard. L'algorithme oriente le regard, mais c'est le masque à oxygène qui fournit le verdict final. Cela soulève une question importante quant à l'évolution de nos interactions avec le diagnostic médical. La rapidité avec laquelle les capteurs optiques miniaturisés parviennent à modéliser des réactions biologiques complexes et stupéfiantes. C'est une réflexion profondément provocatrice. Si un banal capteur optique attaché à un poignet est capable, après seulement une séance d'apprentissage, de déduire l'efficacité respiratoire et cellulaire d'un athlète d'élite, avec seulement 1% de marge d'erreur, On peut se demander jusqu'où ça va aller. mais oui, quelles sont les prochaines limites physiologiques à tomber ? Est-il envisageable que les montres de demain ou de simples anneaux connectés parviennent à analyser la concentration de lactate dans le sang ? Ou les niveaux de cortisol, la fameuse hormone du stress, simplement en scrutant les variations microscopiques de notre pouls à travers la peau. C'est fou d'y penser. La démocratisation de ces données modifie profondément l'approche de la physiologie. Ce qui nécessitait autrefois l'intervention d'une équipe de chercheurs, d'un équipement lourd et d'une logistique complexe, est en train de se glisser silencieusement dans le quotidien de chaque individu.
Le laboratoire d'analyse perd ses murs, en fait. Exactement, pour devenir une entité numérique portative. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que l'avenir de la science est littéralement entre nos mains, ou plutôt à nos poignets. La frontière entre l'estimation algorithmique et la certitude clinique s'affine de jour en jour. L'avenir de l'exploration scientifique de la performance humaine n'est plus seulement confiné dans des salles d'examen stériles. Il est porté, calibré et réévalué en temps réel, directement sur nous. Eh bien, il est vivement recommandé à toute personne fascinée par ces évolutions technologiques ou souhaitant comprendre plus en profondeur les graphiques de dispersion de Bland-Altman et les méthodes de calcul des chercheurs d'aller lire l'article original de l'équipe de Peter Duking. Les détails méthodologiques s'y trouvent et c'est vraiment passionnant. Une excellente lecture, oui. Enfin, on invite tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne manquer aucun futur décryptage scientifique. L'analyse détaillée de la recherche continue. C'était un plongeon au cœur de la physiologie numérique où un simple échauffement remplace peu à peu l'épuisement clinique. À très bientôt pour une nouvelle exploration.